Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je suis ravie de rencontrer Danny Turcotte par les temps qui courent, l'homme de l'heure. L'homme de l'heure, Danny, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Ben oui, ça me fait plaisir d'être ici. On se croise régulièrement, mais là, j'avoue qu'on ne parle que de toi. Ben là, on ne parle que de moi. Tout le monde ne parle que de toi. Je pense pas. Ben, sur les médias sociaux, c'est sûr que j'ai remarqué qu'il y avait comme un vent, là. Ouais. Mais en même temps, ça me fait réaliser à quel point je m'ennuie pas de ça. C'est vrai? De ce tourment-là des médias sociaux, puis de lire des commentaires, puis tu sais, il y a de tout, là, puis il y a comme un plaisir vicieux à aller les lire. et justement, t'étais invité de Tout le monde en parle ce dimanche pour la sortie de ton livre Des Turcotte et fils, du nom de l'entreprise familiale. De mon grand-père qui s'appelait Dieudonné Turcotte. C'est un drôle de nom quand même, à Jonquière, Dieudonné Turcotte. Je l'ai presque pas connu, ce grand-père-là. Il est décédé, j'avais 2 ans. Puis il a légué sa compagnie à mon papa. Voilà. Et qui est une compagnie... De construction. Et qui chargeait pas si cher que ça dans le temps. Voilà, c'est ça. Qui avait un très, très bon service à la clientèle. Ouais, exactement. As-tu travaillé pour Des Turcotte? Non, mais j'ai passé des grandes journées à me promener en camion avec... mon père me donnait... J'étais gardé par un chauffeur de truck. J'étais assis dans le camion toute la journée. Puis j'entendais mon père dans le CB parler. Puis à mesure que la journée avançait, il était de plus en plus en état d'ébriété. C'est vrai? Oui. Pourquoi ça te fait rire aujourd'hui? Parce que il s'en est quand même bien sorti. Il n'a pas été comme ça toute sa vie. C'est un homme que j'adore. Il est décédé aujourd'hui, mais que j'adorais et que j'adore toujours et qui fait partie de ma vie. Je pense à lui souvent parce que lui était bipolaire, mais il a été diagnostiqué à une certaine période de sa vie. Et après ça, il a pris de la médication et ça s'est très bien passé. Puis pendant 25 ans, il n'a jamais repris d'alcool, puis il n'a jamais... Mais il y avait l'alcoolisme... Oui. Un peu agressif. Mais c'était une époque aussi. Je pense que les gens qui ont eu un père alcoolique, je ne suis pas le seul. Là, dans les années, Dieu, vraiment pas. Il y en avait beaucoup. Là. Il y en avait beaucoup. C'était comme la norme, on dirait. Si ton père n'était pas alcoolique, tu étais mal à l'aise. Mais ça se parlait pas. Ça se parlait pas. On n'était pas très informés, je te dirais. Il y avait beaucoup d'insouciance, il y avait beaucoup de... On savait qu'il prenait un verre, mais on mettait pas le mot sur sa maladie non plus. La bipolarité, on savait même pas c'était quoi. Ouais. On savait que mon père était spécial. Il arrivait avec un poney le vendredi, puis des affaires qui n'avaient pas d'allure. Là. Ouais. Ma mère, elle voulait qu'on ait un petit peu de sable pour jouer dehors, puis elle avait envoyé un 10 roues dans la cour, puis c'était extraordinaire pour des enfants. Toute la rue venait jouer chez nous, parce qu'on avait le plus gros tas de sable de la rue. mais est-ce qu'il y avait... Tu sais, il y en a qui ont l'alcoolisme heureux, puis il y en a qui l'ont malheureux. Ben lui, c'était une forme d'automédicamentation, je pense, parce qu'il y avait cette maladie-là dont il ne savait pas. Il y avait d'ailleurs, son père avait la même chose. Il n'a pas juste légué sa compagnie, il a légué sa maladie aussi. Ouais. Parce que son père s'enfermait dans sa chambre pendant 1 mois de temps avec une caisse de gin, puis il buvait pendant 1 mois, puis il sortait là, sur des brancards parce qu'il était complètement fini. Puis probablement que c'était la même chose. Il devait avoir cette maladie-là aussi. Toi, quand t'as vu ça, est-ce que tu l'as vu, ça? À partir de quand tu l'as vu, en fait? Et qu'est-ce que ça... Tu sais, souvent, on fait soit comme nos parents, soit on fait le contraire. À quel moment j'ai vu qu'il était bipolaire? Puis qu'il était aussi, que son alcoolisme était aussi une façon de se médicamenter. Ben, j'ai compris ça un peu plus tard quand il a été diagnostiqué à l'hôpital et que là, il y a eu une crise aiguë où là, il avait un peu perdu contact avec la réalité. À ce moment-là, il était vraiment très, très high, là. On déjeunait au restaurant, je me rappelle, puis il me disait que là, si j'avais des demandes, c'était le temps parce qu'il était régulièrement en contact avec le bon Dieu. Ouais, il était direct, là, en ligne directe. Ouais. Puis finalement, c'est là que j'ai réalisé que ça allait peut-être pas bien. Quel rapport t'avais avec lui? On riait beaucoup. C'est un homme extrêmement drôle. Il y a une autre chose aussi particulière pour lui, c'est qu'il aimait fumer de la marijuana, puis jusqu'à la fin de sa vie. Puis je me promenais sur la rue avec lui, puis il mettait un petit peu de marijuana dans ses cigarettes. Il a toujours fumé. Il se roulait des cigarettes, puis là, ça sentait la marijuana. Puis j'étais là, papa, franchement, qu'est-ce que tu fais là? Il était là, penses-tu qu'ils vont penser que c'est le bonhomme? Est-ce qu'il y a une partie de l'humour qui vient de ton père? Assurément. Et de ma mère aussi. On est une famille qui rit beaucoup. On a toujours dédramatisé. C'est un peu pour ça que mon ton dans le livre est un peu fantaisiste, même si je parle de choses épouvantables. On dirait que c'est comme l'œil, le regard d'un humoriste. Puis ce regard-là, il vient de ma famille, il vient de mon père, il vient de mes frères, il vient de ma sœur. Tout le monde chez nous, on rit beaucoup. Hey, vous êtes un gros groupe, là? Oui, puis on dédramatise par l'humour. C'est peut-être ça qui nous sauve aussi. Vous êtes 5 ou... On est 5 enfants.
enfants, puis les parents. Ça fait que c'est une famille de 7. Et ta mère vous a eu jeune, là? Noëlla, à 26 ans, elle avait 5 enfants. Elles ont aligné, là, C'était Noëlla? bing, 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 bing. Puis Oui. c'était... Moi, je sais que j'étais pas nécessairement désiré. J'étais le dernier, puis c'était comme un accident, moi. Ben oui, tu le dis. Parce que ça, tous tu les dis autres sont 1 an et demi de différence, puis moi, il y a 2 ans. Mais elle te l'a dit? Oui, elle me l'a dit, puis c'est juste drôle. Je n'ai pas eu besoin de consulter un psychologue Non, pour ça. mais il y en a qui ont besoin. Non, mais à la place, j'ai écrit une biographie, ça aide. Oui. Ouais. Tu as dit que c'était une thérapie, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a du stock. Dany. C'est copieux, Ouais. c'est intense, c'est dense, c'est quand même... C'est dramatique. tu sais, 350 pages. Ouais. Il y a des choses extrêmement dramatiques. Oui. Tu sais, parce que là, tu l'as un peu... T'as fait je pense qu'on sent que tu as fait la paix avec ton père aussi, puis Oui, avec son alcoolisme aussi. absolument. Puis à un moment donné, quand nos parents meurent, je pense que c'est comme une puis obligation un peu aussi. il y a des non? limites aussi à ce que nos parents peuvent faire pour nous. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit bout qu'on fait par nous-mêmes aussi. Là. On ne peut pas tout mettre sur la faute de nos parents toute notre vie. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, Il faut passer à autre chose, puis il faut penser que nous aussi, on a une part de responsabilité dans ce qu'on est. Toi, tu leur as dit relativement jeune adulte, 18 ans, c'est quand même, on peut dire jeune adulte, post-ado, que tu étais homosexuel. Oui, ça s'est fait. Il y a eu, encore une fois, il y avait de l'alcool parce que c'était à Noël et on avait tous pris un verre. Puis à un moment donné, je sentais l'appel du coming out. Puis je voulais avoir les coudées franches. Puis j'ai dit à ma famille élargie que j'avais un chum à Noël. Puis là, j'ai dit, on va arrêter de me demander si j'ai une blonde. Là, j'ai un chum. Fait que là, ça a fait un froid, je dois avouer. Ben, c'est quand même en 1982, peut-être, autour de ça. C'est une autre époque. Puis, mais ça va bien passer parce que j'ai une famille... Ton père l'a pris comment? Mon père, c'est un homme de peu de mots. Beaucoup de farces, mais peu de mots. Puis, il n'a jamais vraiment réagi, mais je me rappelle qu'une fois, j'avais eu une peine d'amour, puis on était au restaurant. Puis à ce moment-là, je vais pleurer. Là. Mais il m'avait dit, il dit de l'amour, c'est de l'amour. Puis venant de lui, c'était beau parce qu'il ne parlait jamais. C'est vrai. Mon père, le moment là, où il était en amour là, total, il s'approchait de nous puis il nous mettait juste la main sur la tête en pesant très, très légèrement. Puis ça, là, pour lui, il fallait le lire. Ça voulait dire qu'il était en train d'exploser d'amour. Pourquoi les gars ne parlent pas, Dany? C'est génétique. C'est dans l'ADN. Oui, on nous apprend très jeune à ne pas pleurer, à pas faire un homme de toi. Tu sais, ces choses-là sont restées encore. De ne pas exprimer ses sentiments, de garder, de fronter, de toujours faire à croire que ça va bien. Ça va toujours bien. Tu sais, souvent, tu parles à du monde, c'est comment ça va. Toujours! Puis là, voyons donc, calme-toi, toujours, ça se peut pas. Mais les jeunes moins, quand même, non? Non, je pense que c'est en train de changer. Ton époque, oui. Tu sais, toi, t'es un X, là, on peut dire. Oui, je suis un X. C'est en train de changer. Oui, ça change. Mais c'est long de changer des mentalités. C'est incrusté comme des fossiles dans le cerveau. Puis on reçoit ça de génération en génération depuis la nuit des temps. Là. Les hommes, c'est comme ça, c'est dur, ça pleure pas. Mais heureusement, aujourd'hui, je sens qu'il y a un mouvement là, vers ça, vers un changement. Ouais. Puis moi, j'ai travaillé fort là-dessus. L'écriture de ça fait partie de ça aussi, de s'exprimer, de sortir les sentiments, d'enfin dire comment on se sent. Et puis là, tu m'amènes à Tout le monde en parle parce que tu peux pas être là sans que je te pose la question sur le malaise que ça a créé. Puis tu la disais, question qui tue. Écoute, t'as dit, j'avais jamais entendu cette expression, la question qui pue. Tu dis ça dans ton livre, tu dis, j'avais peur à chaque fois de poser la question qui pue. Puis en même temps, j'ai toute l'affaire, ce qui est devenu une affaire, tout le monde en parle, depuis dimanche, où là, tu sais, on a vu la face de Guillaume. T'es pas content, Guillaume? Je pense qu'il l'a appris là. Il a dit en plus, tu sais, ça te tentait pas de me le dire avant, t'es le parrain de son fils. Oui, mais je peux comprendre leur réaction très bien. Puis, je la comprends aussi. Puis ils doivent comprendre la mienne aussi. T'es pas prévenu du tout. Non, mais moi, je vais-tu être obligé de leur faire approuver mon livre? Non plus. Sûrement pas. Je veux dire, moi, je l'ai mais écrit. Juste les prévenir, c'est mon cœur qui parle. J'avais dit à Guy, quand on a soupé l'autre jour, j'ai dit, vous allez le lire. J'ai dit, si vous l'aimez, vous m'invitez. Si vous l'aimez pas, vous m'invitez pas. Ils t'ont invité. Ils m'ont invité, mais ils l'ont pas aimé. C'est ça. Mais non, je pense pas qu'ils l'aient haï tant que ça, mais je pense qu'ils ont vraiment fait un saut par rapport à mes sentiments qui sont vraiment bien exprimés. Et si je ne l'exprime pas dans mon livre, je vais l'exprimer où? T'as raison. Voilà, j'ai exprimé... Puis moi, je pensais pas que c'était si grave que ça, ce que j'avais écrit. Je pensais qu'eux allaient comprendre mon malaise, puis que... Mais tu parles de manque de communication, puis tu parles quand même aussi du fait qu'on t'a envoyé à l'abattoir, c'est ta propre expression, avec les fameuses cartes. À une certaine époque, oui, mais en même temps, ça servait à la production.
je peux comprendre, Ouais, parce que c'est une émission qui s'appelle Tout le monde en parle. Mon rôle était de déranger, de donner un peu des coups de pied dans la ruche. Et moi, je disais toujours que j'étais l'abeille qui tournait autour de la bouteille de ketchup, la guêpe, en fait. Ouais. Puis, je comprends que l'émission se nourrit un peu de ces controverses-là et que moi, mon rôle était de le faire. Et ça, c'était au début. Maintenant, ça a changé. Puis, mais une fois, j'avais demandé à Guy de retirer une carte, puis il n'avait pas été retiré. Puis ça, je le raconte, mais ça fait partie aussi des choses que j'avais sur le cœur et que j'avais le goût de dire. Oui, en fait, je retiens que finalement, la plus belle carte de Tout le monde en parle, c'est pas une carte que tu as donnée, c'est une carte que tu as reçue. De Nancy Simone. Oui. Oui, absolument. Je l'ai encore. Je l'ai à mon chalet, sur la table de chevet. Je la lis régulièrement, cette carte-là. Puis mais je ne me rappelle pas par cœur. Attends, c'est page 239. Ah ouais, que moi, je lis les livres avec un crayon, tu comprends, pour prendre des notes. C'est à la fin de son entrevue, je te cite, c'est elle, cette fois, qui m'a remis une carte. « La vie ne se compte pas en respiration, mais par les moments qui t'ont coupé le souffle. Ouais, c'est beau, ça. Longue vie à vous. » Je la conserve aussi précieusement que le sirop de Gilles Vigneault, parce que Gilles Vigneault t'a donné du sirop d'érable, mon chanceux. Ouais. Mais ça, là, c'est magnifique. Oui, puis Nancy Simone, il faut rappeler un peu son histoire. C'est une femme qui assistait à l'émission dans le public. Ouais. Elle était en fin de vie, puis un de ses rêves avant de partir, c'était d'assister à Tout le monde en parle. Ouais. Et elle était là. Puis on l'avait été la rencontrer, Guy et moi, puis elle était tellement sympathique, tellement charismatique qu'on l'avait invitée la semaine suivante. Dany, je n'ai pas vu le temps passer. Il faut se dire merci. Hey, merci et à beaucoup. Demain. Merci beaucoup. Des Turcotte et Fils. Oui, en librairie dès demain. Merci tout le monde. Merci.